Hello, c'est H, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, chose promise, chose due, je te présente le jeu que j'ai acheté au musée de la carte à jouer. Et c'est un tarot que je n'ai vu nulle part en review, que je n'ai vu nulle part dans aucune boutique. Et il m'a attiré l'œil parce qu'il est singulier. C'est de Soothsayer, le devin, traduction, créé par Muna Rebase. J'espère que je n'écorche pas son nom. Et je te dis à tout de suite dans la suite de la vidéo pour découvrir ce spécimen. À tout de suite. Alors voilà, comme je t'ai dit, je ne l'ai vu nulle part ce jeu. J'ai pas trouvé de présentation non plus sur YouTube. Et c'est peut-être parce que c'est un tarot qui a été créé par une artiste suite à son exposition à la Biennale de Venise en 2022. Et tu vas voir, c'est un tarot. Alors, j'ai pris quelques informations. Tu as la vidéo de la présentation que je vais te mettre dans le lien de son expo qu'elle a fait dans une église à Venise. Et donc voilà, je te présente déjà le jeu. Il se présente dans une boîte comme ça, argentée. Très beau. Tout simple, comme ça. Mais rien que la boîte, elle en jette. Hein. Voilà. Donc c'est une boîte cartonnée, comme ça. Et on a... Hop. Est-ce que je vais le mettre là? Hop. On a un dos de deck, du coup, qui n'est pas argenté comme la boîte, mais qui est gris. Et donc, on a un livret explicatif alors, en anglais, en français, qui est bilingue. Et cette exposition s'appelle « Les nouveaux miroirs de l'âme », si tu veux. Donc, c'est une préface écrite par Guy Boyer, directeur éditorial Connaissance des Arts à Paris. Et pour te la faire rapide, je vais t'expliquer un petit peu, je vais te lire un petit peu. Donc là, au début, là, il explique que c'est quoi le tarot, machin, ceci, cela, le tarot de Marseille, Aleister Crowley, Rider-Waite, Marseille. Voilà. Et ensuite, il parle de Muna Rebase, qui est une franco-libanaise. Muna Rebase, elle s'est autorisée à emprunter dans le répertoire des maîtres anciens, tu verras. Et elle peint à la manière des maîtres anciens, bon, avec sa touche, hein, bien sûr. Mais elle a voulu le rendre contemporain. J'y ai ajouté beaucoup de couleurs, de la magie, du ludique, de l'humour et de la bande dessinée. Elle propose une lecture originale des cartes du tarot. Elle les transforme en nouveaux miroirs de l'âme. Fait se rencontrer des univers que tout semblait éloigné. Tu verras. Donc... En fait, elle a été convoquée pendant la crise du Covid pour créer cette exposition. Et elle pensait, comme on était enfermés et tout, elle voulait faire quelque chose de ludique. Elle voulait créer un monde enchanté de magie, de couleurs et redonner de la joie un petit peu dans toute cette grisaille. Et donc, elle a eu l'idée de créer cette exposition à partir de cartes de tarot. Elle a appelé le Soothsayer. Pourquoi le Soothsayer ? Parce que le Soothsayer, c'est une pièce de Shakespeare qui parle du devin qui a prédit à Jules César qu'il allait mourir s'il se présentait au Sénat. Et pour elle, les artistes, ce sont des personnes un peu comme les devins qui sont en avance sur leur temps. Voilà. Donc, sans plus tarder, je sais que tu es impatient et impatiente de découvrir ce jeu magnifique. Alors, comme je te l'ai dit, elle a une formation des anciens. Donc, elle peint un peu, elle copie un peu les anciens, comme elle dit. C'est elle qui le dit, hein, c'est pas moi. En revisitant, elle revisite les anciens, elle les copie avec son apport personnel. Donc, tu vas voir que dans certaines cartes, il y a des... Est-ce que tu vois bien? Voilà.
il y a des peintures qu'elle a faites elle-même. Et elle les a faites sur... c'est des cartes hein, qui se présentent en grand format, en grand modèle, plus grand que l'homme. Il doit faire 2 mètres de haut dans cette fameuse église où elle a exposé ses arcanes majeures. Et elle les a faites sur de l'aluminium pour représenter le miroir de l'âme. Parce que pour elle, les lames de tarot, ce sont des miroirs de l'âme. Donc voilà. Donc c'est très coloré. C'est du coup sur les cartes, c'est fait. Les cartes sont un peu plus grandes qu'un tarot normal. J'ai toujours mon ermite là qui traîne par là. Donc voilà, une carte normale, c'est ça. Et la carte est beaucoup plus grande. Ce qui est hyper agréable. Et du coup, c'est très coloré, tu vas voir. Elle y a rajouté, pour rendre le truc plus ludique. Bon, on verra. Je te présente sans tarder. Lui, c'est Don Quichotte, le mat. Franchement, c'est magnifique. Les arcanes majeures sont d'une beauté. Là, elle s'est représentée elle-même. Alors, j'ai pas lu tous les livrets, je t'avouerai. Ce qui est bien dommage. Je reviens. Du coup, la papesse, c'est le portrait. Le texte est super bien écrit. Hein. C'est le portrait de la poétesse Laura Battiferri, un tableau peint au milieu du XVIe siècle par le maniériste italien Bronzino, qui est aujourd'hui au Palazzo Vecchio de Florence. Voilà, donc magnifique. L'impératrice. Je vais pas te faire toutes les cartes, je te laisse les regarder. S'il y en a qui m'interpellent, je m'arrêterai. Je trouve les cartes magnifiques en fait avec cet effet miroir. Dans l'expo, normalement, les personnes voient leur visage. Alors moi, je me vois en trouble, là, tu vois. Mais si ça t'intrigue, comme je t'ai dit, je vais te laisser le lien de la vidéo et tu vas voir en fait l'installation et toute la réflexion qu'elle a faite derrière, pardon, avec une intelligence artificielle qui lit un message. Quand tu choisis, qui lit un message, en fait, tu t'approches d'un tableau, d'un panneau, enfin, je sais plus exactement. L'intelligence artificielle te fait une prédiction. Et du coup, la carte en question qui correspond à la prédiction s'illumine dans la pièce noire. En fait, toutes les autres cartes s'éteignent et tu as juste la carte qui représente ta prédiction qui s'illumine. Je trouve cette idée hyper ingénieuse. L'empereur, le monde et toi. Donc voilà, c'est ça en fait que je voulais rajouter. Elle a rajouté un petit peu d'éléments de cartoon, des caractères de Disney, de Tim Burton. Tout à l'heure, j'ai passé un peu vite. Là, par exemple, elle se représentait elle-même avec sa boîte de Nido. Ça, c'est elle, hein, sans ses cheveux, mais elle a une chevelure abondante. Et sa boîte de Nido, la boîte de Nido représente pour elle son enfance. Je ne sais pas où elle a grandi, mais je sais que en Afrique, notre lait, c'était le Nido. Et dedans, elle y met ses pinceaux. Donc, on voit bien qu'elle a rajouté des cartoons avec ce chapeau de sorcière. Et il y a certains que je reconnais. C'est des éléments de la pop culture. Il y a certains éléments que je reconnais et d'autres pas. Par exemple, là, il y a le personnage du Monopoly. C'est drôle. Et je ne sais pas qui est cet empereur, le pape. Franchement, les cartes, les arcanes... En fait, j'ai eu un coup de cœur pour les arcanes majeures. Et si je dois faire une lecture qu'avec des arcanes majeures, j'utiliserai, je pense, ce jeu pour les consultations. Parce que vraiment, l'amoureux, je suppose que ce sont des reproductions de tableaux.
pour certains. Les chariots. Lune. J'espère que tu vois la carte en entier. Et il y a le reflet du téléphone en haut, je suis désolée. Sur la carte justice. Ermite. Tu vois, on a... Je sais pas si tu vas le voir là. On a des squelettes là. Je t'avouerai que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de lire tout ce qu'elle a marqué. C'est très pertinent. Alors, je suis un peu confuse sur son interprétation des arcanes mineurs. Mais là, on a un diable, on a un sphinge, on a un serpent et ça ressemble à un dieu égyptien qui grimpe sur cette liane. La force, on dirait un sanglier. On dirait un sanglier. La force, c'est très belle. Franchement, je suis trop contente de l'avoir eu, ce jeu. Je suis sûre, toi qui regardes, tu vas... Alors, je ne sais pas où se le procurer. Je t'avouerai que j'ai pas regardé, puisque je l'ai en ma possession maintenant. Donc, mais c'est un jeu vraiment... comme j'ai dit en début de vidéo, j'ai dit quoi que c'était pas un ovni, mais un spécimen. Ouais, c'est un spécimen. Parce qu'il est vraiment... il est vraiment à part, en fait. La force. Peut-être. Cette femme est vêtue de blanc, symbole de pureté. Elle domine une bête sauvage. Ce chien ou ce lion... Non, ça, elle parle du tarot de Marseille. C'est chez le baroque Rubens que Mouna est allé chercher la brutalité et la grâce. On devine l'animal à son groin et ses crocs. Il sort du tableau de 1617 des musées des Beaux-Arts de Marseille. Une chasse à courre au sanglier, partie d'un ensemble décoratif commandé par le prince électeur Maximilien Ier de Bavière. Quant à la femme vêtue de rouge et aux seins nus, elle rappelle l'une des innombrables Bethsabée, Dalila et autres charités romaines de la peinture flamande. La force, comme ces blondes héroïnes, parle de courage face à l'adversité, de compassion face à l'horreur, de sang-froid face au danger et de sérénité face à la fureur. Pendu. Tu as reconnu Pierrot? La mort. Donc on reconnaît un portail là de cimetière. Donc voilà, avec l'ajout de cartoon, 7 épis de blé. Qui pourrait représenter le début d'une nouvelle récolte. Tempérance, j'adore. J'adore. Avec l'eau qui se verse dans ce chaudron cartoon. Et franchement, ce tarot est vraiment du génie, quoi. Le diable. Maison Dieu. L'effondrement de la flèche de Notre-Dame. Je suis quasi certaine que c'est ça. C'est sûr que c'est ça d'ailleurs. Premier bouleversement total. On a la grande flèche devant sa grande flèche gothique qui s'effondre, qui voit ses pinacles voler en éclats et fuir deux hiboux à la Walt Disney.
Et puis la tour est rose, rose comme la pierre de la cathédrale de Strasbourg. Rose comme un bonbon, rose comme l'espoir, rose comme le bonheur. Elle parle pas de la flèche de Notre-Dame. L'étoile. Oh, magnifique, magnifique. Attends, je suis obligée d'y aller. Je suis désolée, cette vidéo va être longue, mais franchement, ce tarot, ce jeu mérite d'être mis en avant. Franchement, c'est un boulot de dingue. En plus, elle a tout peint à la main. Et si tu voyais la grandeur des plaques d'aluminium sur lesquelles elle a peint. Pour cette 17e carte, Mouna reprend la Galatée de Gustave Moreau, musée d'Orsay, avec sa couronne de fleurs et ses longs cheveux blonds. Elle repose sur un coussin rose en forme d'étoile. Clin d'œil contemporain dans cette lame très sage. Elle verse de l'eau dans une mer immense sur un sol fleuri. Au ciel de la grande ours se promène au sein de la Voie lactée, tandis que la rose des vents d'une boussole indique le nord magnétique. La lune. Donc là, ça ressemble clairement à Tim Burton. Hein. Des citrouilles de Tim Burton grimacent dans un coin. Le quartier de lune s'enroule sur lui-même. Il s'est transformé en colimaçon. Il prend même des allures d'étrange escargot avec sa spirale inégale. Elle a illustré Hurler à la lune. On a un loup là. Je sais pas si tu as vu. On a un loup là. Ouh, magnifique. Le soleil. Le soleil. Le soleil. William Blake. William Blake, je m'en doutais. Dans son dessin du grand dragon rouge et la femme vêtue de soleil, conservé au National Gallery of Art de Washington et datant de la première décennie du 19e siècle. L'artiste romantique montre le monstre prêt à dévorer la femme enceinte décrite dans l'Apocalypse. Mouna en a extrait la femme assise sur un croissant de lune à la chevelure solaire et aux ailes d'or. Elle devient l'image de la catharsis qu'annonce l'imminence de la révélation. Je suis désolée, je vois très très mal, donc je bute sur les mots. Et comme j'ai pas pris mes lunettes qui sont pas très loin, mais flemme. Le jugement. Ça ressemble clairement à un tableau de la Renaissance. Le monde. Ça, c'est William Blake, magnifique. Le monde. Cette représentation traditionnelle de l'harmonie intérieure et le moi intérieur, de la voie procurée par la découverte du monde, laisse ici la place à l'image d'un Dieu tout-puissant qui clôture le cycle perpétuel du voyage des humains et de la vie. Voici encore une image inventée par William Blake. Il s'agit de l'Ancien des Jours, 1794, avec son compas d'or. Il s'agit de Dieu représenté sur les traits d'un vieillard. L'Ancien des Jours s'assit, commente le livre de Daniel. C'est donc cette image du Dieu qui mesure tout et qui contrôle tout que Mouna a emprunté au dessinateur romantique et symbolise pour fixer visuellement la fin d'un parcours initiatique. La figure est placée au centre d'une sphère géométrique. Où j'ai vu ça géométrique faite de cordes et voguant au milieu des étoiles. Une composition parfaite d'équilibre, de symétrie.
Alors, ensuite, elle a mis la série des épées. Donc, on rentre dans le petit livret. Tac, tac, tac. Les arcanes mineurs et les as. Elle tend l'épée de sa main. C'est sa main. De sa main, telle la dame du lac, représentant Excalibur, l'épée magique. À Arthur, baigné de lumière. Là s'émerge triomphant des eaux. À gauche, les palmes symbolisent les honneurs du sacrifice passé. Bon, je ne vais pas te lire toutes les cartes, mais c'est hyper intéressant. C'est intéressant de voir sa vision, même si sur certaines, je suis en désaccord et que ces choix, je ne les comprends pas tous. Mais c'est ça l'intérêt de créer un jeu de tarot, c'est d'y mettre sa vision et sa perspective. Comme moi, je l'ai fait hein, dans mon tarot of Emanation, qui est prêt à aller à l'impression pour avoir un prototype en main, pour voir à quoi il ressemble. Donc, j'ai hâte de t'en parler. Je t'en parlerai, je pense, dans la prochaine vidéo, qui sera la vidéo qui clôturera déjà février. Et ma pratique et tout ça, qu'est-ce que j'ai fait au mois de février. Donc, sur le 2 est sous l'influence de la papesse. Donc, elle, en fait, les arcanes mineures, elle les lit. Et je trouve ça très intelligent pour lire le tarot de Marseille. C'est comme ça que je le fais aussi aux arcanes majeures qui leur correspondent. Voilà, le mental. Le mental. Et elle parle pas du petit personnage qu'elle a mis là. Donc, en fait, dans toutes les arcanes mineures, je vais laisser le bouquin parce que cette vidéo va être interminable. Elle a des dessins comme ça. Là, ça ressemble à des tatouages. Je suis moins fan hein, de ces tatouages des années 90, là. 4 d'épée. Donc, elle a choisi des épées arabes, orientales. Des épées courbées comme ça. Petit personnage là. Je ne sais pas qui est-ce. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? J'ai repris le livre, alors je l'avais dit que... Dalai Lama. Ah oui, effectivement. Ok. Bon, le Dalai Lama, depuis ce qu'il a fait, on a cette belle... c'est quoi comme fleur, ça, déjà? La pensée. Lotus. Ah, je viens de remarquer que sur la pomme des épées, là, on a une tête de mort. Le valet. La reine. Ce sont des personnages aussi, j'imagine, connus. Hein. Judith de Julia Cranach, l'ancien, je connais pas. Le portrait du frère Hortensio Félix Paravicino. Je connais pas non plus. Le roi d'épée, un des personnages de la chapelle Sixtine. Ok. Le roi d'épée. Ce mélange là de cartoon et tout, je suis un peu moins fan de ces trucs là, ces zigouigouis là qui ressemblent à des tatouages des années 90. Mais ça fait penser aussi à un miroir, aux ornements d'un miroir. Le cavalier avec la lune là qui pendouille de l'arbre. De l'arbre à la Tim Burton. Magnifique cette coupe. Et tu vois, la coupe, elle est scellée au sol avec des chaînes. C'est intéressant, hein.
Mais le 2 de coupe avec une rose, je ne vais pas aller lire. Et un jet d'eau. 3 de coupe. Tu vois, j'ai pas compris pourquoi elle met un dragon sur le 3 de coupe. Mais c'est sa propre vision du tarot, elle a le droit. Un 4. 5. Parce qu'on a sur le 4 et le 5, on a une toile d'araignée là qui est noire et qui devient dorée. Le 6 de coupe, on a, je sais pas si tu vois, on a les 3 grâces. Hop. Si je fais de l'ombre comme ça, non. Ouf. On a les 3 grâces là en rose, en arrière-plan sur la carte. Là, pareil, on a une corne d'abondance sur le 7 de coupe. En jaune. J'espère que ça se voit à la caméra. Je sais pas si ça se voit. Ah, ah, ah là. Pareil, là. Est-ce que... Oh, je vais y arriver ou pas? Non, tant pis. Le 8 de coupe. Le 9. Et donc, on a des papillons sur le 9 de coupe. Le 10. Le valet de coupe. Je vais fixer bien au centre que tu vois tout bien. La reine de coupe avec ce cœur. Le roi de coupe assis sur un trône. Chevalier de coupe qui va vers un château un peu inquiétant, hein, ce château, je dirais. Château rouge. L'as de bâton. Les bâtons sont représentés ici par des pinceaux. Ah, j'adore, c'est trop drôle. Il y a des cartes qui sont marrantes avec ce chapeau et les pinceaux qui sortent du chaudron en ébullition comme ça. C'est très bien exprimé là, cette nouvelle créativité qui est en train d'émerger du chaudron de notre tête qui est en train de bouillir. 3 de pinceau, le 3 de pinceau, ouais, le 3 de bâton, le 4 de bâton. Toujours un peu inquiétant ce château à la Disney, mais c'est pas le château, du prince charmant. C'est plutôt le château de... Comment elle s'appelle, cette personnage-là? Maléfique. Maléfique. Le 5. Donc là, on a Arthur et Merlin l'Enchanteur. Pour le 5 de bâton. Tu vois, j'ai pas trop compris ce choix de Merlin. On va aller voir ça tout de suite. Je l'avais lu déjà, mais j'ai pas retenu. Ça m'avait intrigué. Le maître fait passer un petit examen à son apprenti pour vérifier s'il a bien assimilé son enseignement. Pourra-t-il canaliser son énergie grâce à sa force vitale? Une sphère d'un bleu éclatant se forme peu à peu sous les encouragements du maître. L'élève se concentre et son pinceau se matérialise enfin. D'accord. Le 5 de bâton est sous l'influence du pape, dans les domaines de l'énergie et de l'activité. Il s'agit ici de se concentrer afin de pouvoir réaliser de nouvelles choses. Pour cela, il faudra communiquer et transmettre en chemin les bonnes informations aux bonnes personnes. Consultant en entreprise, formation professionnelle, apprendre à travailler avec de nouveaux outils, techniques de développement personnel. Ok, intéressant. T'as vu le fluo de... Alors, je sais pas comment elle a fait pour imprimer du fluo comme ça sur cette carte. J'aimerais bien savoir, moi. Parce que j'aimerais bien faire imprimer du fluo comme ça sur mes cartes. Donc, on est toujours avec Merlin l'Enchanteur. Non, c'est pas Merlin, un magicien.
Notre magicien a un doute. Ouais, c'est Merlin l'Enchanteur, toujours. Il y a quelque chose qui cloche dans cette formule. Il a beau vérifier dans son grimoire, il ne trouve toujours pas. Soudain, le doute l'envahit. Il doit faire un choix. Peut-être que la solution est juste en lui. Son énergie déborde de ses pinceaux. On a des flammes là qui sortent de ses pinceaux. Qui partent dans toutes les directions. Il lui suffira de canaliser un peu plus pour que tout se passe au mieux. Chouette. 7 de bâton. Les 8 de bâton. Donc on a le yin yang derrière. Et on a les bâtons qui sortent plutôt du yin. Le blanc, hein, c'est le yin. C'est l'intuition. L'intuition qui est bien sûr une part féminine, enfin qui est féminin comme le yin. Le 9 de bâton, avec on a un phénix. Le 10 de bâton, une explosion de créativité. Donc on est clairement sur un Marseille, hein, pas un rider. Le valet de bâton. La reine, waouh, le bâton. Et on a les trois fées clochettes. Là. Le roi de bâton. Cavalier de bâton. Qui est dans une forêt. Et on arrive à la dernière suite, qui est la suite des coins, la suite des deniers. Donc, je ne sais pas c'est quel personnage, oui. Si ça te parle, tu me le dis en commentaire. Puisque... Alors, attends. Déjà, on va les voir dans le livret. Non, c'est personne. Mouna met en scène avec humour un débutant qui nous présente très heureux sa toute première œuvre. Un grand cercle d'or, en réalité un bitcoin. Ouais, je me disais bien que ça représentait le bitcoin. Posé sur sa table, ses outils à l'air-plan, un sablier qui marque le temps qu'il faut consacrer pour la réalisation de l'ouvrage. Ok. Le 2, on a toujours le sablier derrière, on a les trèfles à 4 feuilles. Propose un joyeux jongleur de bitcoin qui essaye de maîtriser son geste et cela prend du temps. Les petites gouttes rouges témoignent de la difficulté de son effort. Il sue sang et eau. Les 2 trèfles à 4 feuilles et le sablier à ses pieds évoquent toutes les chances qu'il a dû mettre de son côté depuis peu pour réussir sa performance. Le 3, on a une fée, je ne sais pas qui est cette fée. Évoque ici le principe féminin créatif grandissant. Alors, les 3 bitcoins flottent dans l'espace comme si la déesse Isis ou Artémis, représentée sous les traits d'une magicienne, pouvait les multiplier d'un coup de baguette magique. 4, on a un blason. 4, le 4 of bitcoins. Le 5. Le 6, on a toujours notre petit Arthur là. Et on a un Cupidon. Je ne sais pas si tu vois. Un Cupidon là, en rouge. L'arrière-plan. On a le carrosse de Cendrillon sur le 7 of coins. Le 8, on a une balance. Et des... C'est quoi ces fleurs? Cette vidéo va être interminable, mais là, je t'avouerai que je suis en train de découvrir les jeux avec toi. La balance rappelle l'outil principal de la justice avec la gauche des fleurs, belles mais éphémères symbolisant la forme. Coquelicot, 9 of bitcoins, le 10. Qu'est-ce que c'est que ça?
un arbre gigantesque qui, par ses racines profondes dans la terre du tarot, gagne en puissance. Les 5 bitcoins, c'est la terre de la terre et du ciel s'alignent parfaitement pour recevoir la couronne du triomphe. La matière et le divin s'accordent et ne font qu'un. Vraiment, il est vraiment très recherché, ce jeu. Hein. La reine de denier, elle fait un peu la tronche. Avec sa baguette de Sailor Moon. Alors, sous les traits d'Éléonore de Tolède, peinte par Agnolo Bronzino, vers 1543. Une femme puissante au regard lointain, presque triste, essaye de sonder son interlocuteur afin de savoir à qui elle a affaire avant d'agir. Son sceptre rose, couleur de l'amour, surmonté d'un croissant de lune, rappelle, comme pour l'arcane 18, que son pouvoir est d'agir sur la création et les arts, avec comme valeur l'éthique et la loyauté. Il me parle, ce personnage-là. C'est pas un roi, c'est pas Charles Quint. Ah oui, c'est Charles Quint. Reprend le portrait de Charles Quint, peint en 1548 par Titien. Sa couronne déposée à ses pieds signale qu'il a laissé les attributs du pouvoir derrière lui. Car il n'a plus besoin de prouver qui il est. La couronne, elle est là. Il écoute attentivement. Avant d'agir, il écoute attentivement. Son trône de bois est rehaussé d'un rouge qui représente l'humanité. Il agit en conscience, lentement mais sûrement, avec humanité comme sa reine. Magnifique. Et enfin, le cavalier des deniers, elle les a classés à l'ordre de... C'est à bien remarqué, de Jodorowsky. Donc, elle met le valet, la reine, le roi et le cavalier. Pourquoi le cavalier en dernier? Parce que le cavalier, c'est celui qui ouvre l'histoire. C'est celui qui part à la conquête. C'est celui qui... Ouais, comment je pourrais pas dire ça? Qui l'ouvre... ouais, qui ouvre le champ des possibles et qui va de l'avant, en fait. Le roi, il est assis sur son trône, il maîtrise le truc, hein, il est maître de lui, il est maître de tout. Et il donne des ordres cavaliers pour aller conquérir d'autres royaumes. Voilà, le cavalier de denier, peint par Lucas Cranach le Jeune. Cranach, nous raconte l'aventure d'un chevalier noble qui a déjà accompli sa mission. La citrouille, signe d'abondance, protège les champs de son roi. Il part en confiance vers sa prochaine aventure. Son cheval marche au pas. Le bitcoin dans le ciel suggère qu'il va chercher sa lance, son pinceau, et posé sur son épaule. Il se dirige vers la droite dans la bonne direction. Ouais. Et voilà Mouna. Voilà la dame qui a créé ce magnifique tarot. Donc c'est une artiste peintre libano-canadienne basée à Londres. Elle a grandi à l'ombre de musiciens, de peintres et poètes qui influenceront sa peinture. Fascinée par les différentes facettes de l'humain, de sa psyché, elle étudie la psychologie à la Sorbonne. Elle voyage à travers le monde jusqu'à rencontrer en 1995 Alix de la Source, conférencière au Louvre et spécialiste des peintures du XVIIIe siècle, qui l'initie aux techniques des grands maîtres. Voilà, d'où cette technique parfaite là pour dessiner pour peindre à la manière, comme elle le dit elle-même, à la manière des anciens. Elle perfectionne sa maîtrise des patines au cours Renaissance, suit les enseignements d'Abraham Pincas, peintre et professeur aux Beaux-Arts de Paris, et de Mohamed El Rawas, peintre et graveur libanais, professeur aux Beaux-Arts de Beyrouth. Mouna capture dans ses œuvres figuratives comme abstraites l'énergie de la vie et la femme dans sa plus simple expression, creusée universelle des émotions. Ces grandes sculptures, telles ces totems revisités, sont rythmées dans le temps présent par
par le jeu de l'espace. Voilà. Donc, il a été imprimé en 2023. Sur les presses d'art et caractère. Lavore, France. Voilà. Donc, je t'ai présenté ce magnifique jeu qui est le Soothsayer. Ça se dit Soothsayer. Le devin. Et on est sur un cardstock, sur un très bon cardstock. Hein. Franchement, je le trouve vraiment exceptionnel. Exceptionnel, exceptionnel. Et je voulais m'arrêter sur une des... J'adore la Maison de Dieu. Et l'étoile, le soleil, le jugement. Enfin, je les aime toutes. Et ces deux cartes sont clairement mes préférées. Non, une de mes préférées dans ce tarot, parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà. Écoute, j'espère que cette présentation, je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps je suis dessus, mais t'aura plu. Et ce tarot va être clairement... mérite en fait d'être étudié, comme tous les tarots que j'ai. Et j'en ai... je commence à en avoir une bonne tapée maintenant. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de me plonger dedans, parce que je suis à fond dans la création du mien. Et voilà, j'espère que cette présentation t'aura plu. Et je te dis à la semaine prochaine, je pense, pour le bilan de février 2025 déjà. Et le printemps approche. Et j'ai hâte. Et je te dis à la semaine prochaine. Bye.